Au cœur de l'hémisphère nord, il existe un endroit où l'hiver n'existe pas. Il règne. Le Canada, avec ses près de 10 millions de kilomètres carrés, abrite certains des paysages les plus extrêmes de la planète. Des vastes plaines gelées aux toundras infinies du nord, en passant par les montagnes gelées et les forêts plongées dans l'obscurité, ce territoire devient, pendant de longs mois, un royaume de glace et de silence. Dans cette région, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Le vent, tranchant comme l'acier, coupe la surface, tandis que la neige tombe sans relâche, non seulement recouvrant le sol, mais transformant le paysage, le sculptant et le durcissant. Dans cet environnement impitoyable, la fragilité n'a pas sa place. Chaque recoin impose ses propres règles, sol gelé en permanence, vent polaire qui charrie des kilomètres de blizzard, précipitations qui ensevelissent le paysage sous des mètres de neige. Les ours polaires patrouillent les côtes glacées à la recherche de phoques distraits. Des meutes de loups errent silencieusement dans les clairières, traquant les orignaux affaiblis par l'hiver. Les caribous migrent en groupes serrés, bravant les vents mordants, tandis que les lynx et les renards arctiques profitent de l'ombre pour bondir sur tout animal imprudent. Là où la chasse est consommée, le sang versé tache de rouge le manteau blanc, un contraste cruel qui marque la loi de ces terres. Bienvenue au Canada, un endroit où le froid n'est pas un obstacle, mais plutôt la force qui dicte les règles et maintient l'équilibre. Au milieu de la neige fraîchement tombée, des empreintes de pas traversent le paysage immaculé. Elles ne sont pas celles du vent ou des branches balayées par la tempête, mais celles d'un prédateur en mouvement. Ici, chaque pas peut être le prélude à une chasse, une fuite ou une bataille pour la nourriture. La véritable histoire de l'endurance ne réside pas dans la glace, mais dans les corps qui la parcourent. À quelques kilomètres de là, au cœur de la forêt boréale, les orignaux avancent d'un pas ferme et mesuré. Leur corps massif, recouvert d'une épaisse fourrure hivernale, se découpe sur le paysage gelé. Ce pelage naturel, composé d'une double couche de fourrure et d'une peau épaisse, leur permet de résister aux rudes températures de l'hiver canadien sans perdre leur chaleur corporelle. Ce sont de véritables titans de la toundra enneigée, des animaux qui dominent ces paysages depuis des milliers d'années, adaptés à un environnement qui exige une force et une endurance absolue. Ils marchent sereinement, mais jamais distraits. Leurs grandes oreilles tournent constamment, captant chaque craquement de la neige, chaque murmure du vent venu des profondeurs de la forêt. Toujours vigilants, jamais totalement confiants, car ils savent que dans ce monde inhospitalier, toute négligence aboutit à une mort certaine. Les adultes n'ont pratiquement aucune crainte des prédateurs. Leur taille impressionnante et leurs pattes puissantes leur permettent d'affronter un loup affamé sans hésitation. Cette confiance n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'années d'expérience et d'une force accumulée. Un grand animal peut être vulnérable s'il manque d'instinct ou de courage, mais ces wapitis ont appris que rester ferme et réagir avec détermination est le seul moyen de survivre. Dans leur monde, la lâcheté est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Un élan adulte peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur au garrot et peser plus de 600 kilos, ce qui en fait le plus grand cerf de la planète. Mais tous ne bénéficient pas d'une telle sécurité. Les jeunes, encore fragiles, restent proches de leur mère, assimilant silencieusement les leçons de survie qui façonneront leur destin. Leurs oreilles attentives captent le moindre craquement lointain. Leur nez détecte le léger parfum des derniers bourgeons de saule ou de bouleaux cachés sous la neige. Leur régime hivernal se compose de brindilles, de lichens et d'écorces, car la nourriture verte est tendre et rare à cette saison. Dans leur quête constante, ils peuvent gratter la neige pour atteindre des pousses cachées. Mais survivre à l'hiver implique bien plus que de trouver de la nourriture. Leurs jambes encore instables doivent apprendre à traverser les dangereuses rivières gelées sans tomber. Un simple glissement pourrait sceller leur fin sous les eaux glacées ou au croc d'un chasseur. Sous le froid impitoyable, le vent traverse la forêt de sa lisière glacée. De l'ombre des pins, une ours brune surgit furtivement. Elle n'est pas seule.
Derrière elle, deux petits oursons la suivent de près, leurs pas maladroits laissant des traces parallèles dans la neige fraîche. Le corps massif de la mère se déplace avec une lenteur calculée, consciente du terrain recouvert de glace et du danger omniprésent dans ces régions. À quelques pas de là, le silence s'installe dans la forêt. Entre la neige compactée et les troncs couverts de givre, une tension invisible se propage. Les orignaux, alertés par l'absence de sons familiers, restent immobiles un instant. Lentement, mais sûrement, ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Certains adultes forment un mur avec leur corps, bloquant le passage du prédateur. D'autres, plus jeunes, se déplacent vers les lisières, cherchant refuge parmi les arbres. L'erreur de l'ours est d'avancer avec ses deux oursons. Si elle était seule, le risque d'attaquer un seul wapiti aurait peut-être valu la peine. Mais avec ses oursons à proximité, le risque d'une réaction agressive du troupeau augmente et la récompense ne justifie plus le risque. La meute n'a besoin ni de voix ni d'ordre. L'instinct collectif guide chaque pas. Pendant que la grande bête évalue la situation, le groupe profite de chaque ouverture pour gagner du terrain. C'est bien plus qu'une course, une stratégie patiente, un jeu silencieux entre le chasseur et sa proie. Finalement, l'ours s'arrête, évaluant une dernière fois les environs. Inutile de continuer. Elle sait que persister serait une perte d'énergie et un risque inutile pour ses petits. Sans plus attendre, elle se retourne et s'enfonce dans le fourré. Le troupeau, intact, reprend sa lente progression. Le silence s'installe à nouveau entre les arbres, et avec lui, la tension se dissipe lentement. Chaque pas est un rappel de résilience, un moment de plus gagné dans la longue bataille pour la survie. Aux premières lueurs du jour, lorsque l'aube colore le ciel de douces nuances de rose et de bleu, la meute reprend son activité. Les mères poussent doucement leurs petits, les encourageant à commencer leur rituel quotidien. Creuser patiemment dans la neige durcie à la recherche d'un arbuste robuste, d'un lichen caché ou d'une brindille sèche qui pourrait apaiser leur faim. En hiver, pas de festin. Juste quelques maigres bouchées, suffisantes pour entretenir l'étincelle de l'existence pour un jour de plus. Mais la forêt ne connaît jamais vraiment de repos. Parmi les arbres couverts de givre, des ombres grises rôdent silencieusement. Ce sont des loups, des chasseurs infatigables qui peuvent parcourir jusqu'à 60 km en une seule journée à la recherche d'une occasion de se nourrir. Leurs silhouettes se déplacent silencieusement à travers les arbres, contournant le troupeau. Leurs yeux, alertes et calculateurs, sont à peine visibles dans l'obscurité. Ils savent qu'attaquer un orignal adulte serait une erreur insensée. Mais un petit errant, une distraction momentanée, une erreur passagère, tout cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Les loups n'agissent pas au hasard. Ils se déplacent méthodiquement, avec une stratégie raffinée. Ils encerclent, séparent et cherchent à bloquer le passage des plus faibles. Mais aujourd'hui, les mères orignaux sont sur le qui-vive. Leur instinct les pousse à rester sur leur garde. Leurs bois, qui, contrairement à ceux des mâles, sont conservés jusqu'au printemps pour protéger leurs petits, se dressent tels des murs défensifs, prêts à repousser toute tentative d'attaque. Il s'agit d'une défense naturelle, efficace et mortelle, que peu de prédateurs osent défier ouvertement. Les loups arrêtent leur progression, le corps tendu et posé. Chaque mouvement est calculé avec précision, car une erreur pourrait leur coûter la vie ou briser définitivement la meute. La patience devient alors leur meilleure arme. Leurs pattes s'enfoncent dans la neige, tandis qu'ils se fixent du regard, se demandant si le risque en vaut la peine face à de tels adversaires. Après un moment d'hésitation, ils battent en retraite. Le troupeau a enduré une autre journée dans la lutte constante pour la survie. Les loups battent en retraite, vaincus par la patience de leur proie. Sur ce terrain glacé, la ruse est aussi précieuse que la force de leur croc. Bien plus au nord, là où la forêt cède la place aux plaines de glace éternelle, un autre titan règne en maître, l'ours polaire. Ce chasseur solitaire parcourt avec détermination les plateformes de glace de l'Arctique. C'est le plus grand carnivore terrestre de la planète, les mâles pesant plus de 800 kg. Son régime alimentaire se compose presque exclusivement de jeunes phoques, qui se cachent souvent sous la neige, jetant brièvement un coup d'œil par de petits trous dans la glace pour respirer.
Le grand ours avance lentement, confiant dans sa capacité à être le maître absolu de cet environnement blanc. Leurs pattes imposantes laissent des empreintes profondes sur la surface glacée. Ils sont parfaitement adaptés. Leurs coussinets rugueux assurent une prise ferme, empêchant les glissades sur le sol gelé. Leur odorat est extraordinaire, capable de détecter des proies à des kilomètres. Bien qu'ils soient connus sous le nom d'ours polaires, leur fourrure n'est pas réellement blanche mais translucide, composée de poils creux qui réfractent la lumière, s'adaptant à la réflexion de la glace et de la neige. Cette couche, en plus d'offrir une isolation thermique exceptionnelle, agit comme un camouflage naturel qui leur permet de se fondre dans le paysage arctique. Contrairement aux ours bruns, remarquables par leur taille et leur force, mais qui trahissent facilement leur présence, les ours polaires se déplacent avec une discrétion absolue. Mètre par mètre, il s'approche de sa proie, chasseur silencieux et patient, profitant de cet avantage pour déjouer les autres prédateurs dans un territoire où la survie dépend de chaque mouvement précis. Cette capacité à se fondre dans le paysage n'est pas seulement un avantage, mais un outil essentiel pour leur stratégie de chasse. Les heures passent sans que rien ne bouge. L'ours polaire reste immobile, accroupi près d'un évent. Il sait qu'à un moment donné, son instinct le forcera à remonter à la surface pour respirer. Finalement, une faible vibration sur la glace annonce l'inévitable. Lorsque le phoque sort son museau pour respirer, l'équilibre naturel est instantanément perturbé. Un coup sûr de patte perce la surface et, en une fraction de seconde, la proie est prise dans les serres du chasseur. L'ours traîne sa proie avec lui, s'assurant ainsi avec ce coup de chance un autre jour de survie. Cependant, tous les ours ne chassent pas pendant cette période. Les femelles enceintes cherchent refuge en creusant des terriers profonds dans la neige où elles passeront plusieurs mois dans une léthargie complète. Durant cette étape, ils ne mangent ni ne boivent, survivant uniquement grâce à la graisse accumulée lors des longues journées de chasse estivale. Dans le silence de cet abri souterrain, naîtront deux minuscules chiots, aveugles, sans défense, à peine couverts d'une fine fourrure, mais porteurs d'un énorme potentiel qui, s'il est exploité correctement, perdurera pendant plusieurs générations encore. Pendant des semaines, ils dépendront exclusivement de la chaleur de leur mère et du lait riche en matière grasse qu'elle leur fournit, fruit de ces réserves durement gagnées. Alors qu'à la surface, les blizzards balayent la glace et que les plaques craquent avec fracas, à l'intérieur de la tanière, les seuls sons sont le doux halètement de la mère et les faibles gémissements de son petit accroché à la vie. Sous les latitudes plus méridionales, l'hiver impose également ses rudes conditions. Ces mammifères poursuivent leur quête incessante de nourriture dans un paysage enneigé. Avec leurs puissantes pattes avant, ils enlèvent la couche durcie qui recouvre le sol, essayant de découvrir des lichens résistants, des petites pousses ou tout vestige de végétation qui leur permettra de supporter les rigueurs de la saison. La faim est une présence constante, mais l'instinct leur rappelle que le printemps arrivera bientôt, apportant avec lui la promesse de l'abondance. Jusqu'à présent, la lutte pour la survie continue jour après jour. Le danger ne disparaît jamais. Parfois, lorsque les branches craquent ou que le vent tourne, une silhouette inattendue émerge des arbres. Un ours brun, réveillé prématurément de son hibernation par une faim qui le consume jusqu'à l'intérieur. À quelque distance, une autre meute avance prudemment. Ce sont des loups, des chasseurs efficaces et résistants, dont la silhouette élancée trahit les rigueurs de l'hiver. Eux aussi luttent pour survivre. Ils doivent trouver de quoi se nourrir tout en assurant la nourriture dont leurs petits, cachés dans une tanière éloignée, ont besoin pour survivre. Au sommet de leur croissance, ces jeunes ont besoin de plus de 1000 calories par jour pour rester forts et poursuivre leur développement. Si les adultes ne chassent pas, toute la portée est exposée à un déclin silencieux qui se fait rapidement sentir. Les loups observent attentivement les géants pâteaux. Ils n'attaquent pas immédiatement. Ils savent que la patience est leur meilleur allié. Ils suivent le troupeau à distance, observant chaque mouvement, chaque moment de distraction, chaque jeune animal qui prend du retard ou s'éloigne du groupe. Ils sont experts dans la détection des faiblesses. L'occasion idéale se présentera tôt ou tard. Il leur suffit d'attendre le moment où l'équilibre sera rompu et où l'un des jeunes élans sera exposé. Ils savent que tôt ou tard, un ourson s'éloignera du groupe. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis ça arrive.
Le petit loup, à la traîne, incapable de suivre le groupe, est abandonné dans la clairière entre les arbres. La meute perçoit la présence silencieuse des loups qui sortent patiemment de l'ombre. Dans un geste qui semble aller à l'encontre de toute protection, un orignal adulte la pousse fermement au sol. Il n'y a aucune hésitation ni aucun doute. Profitant de la confusion, le reste des élans se disperse rapidement, disparaissant dans le fourré. Les loups s'approchent avec prudence car la nature impose des décisions difficiles et silencieuses. La survie a un prix, et à cet instant, il devient clair que, dans la loi de la vie, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais plutôt celui qui sait attendre et saisir chaque opportunité. À l'extrémité du vaste nord, l'ours polaire émerge d'une chasse fructueuse. Son museau, taché de sang frais, luit sous le faible soleil qui parvient à peine à réchauffer l'air glacial. Il consomme d'abord les graisses, essentielles pour maintenir la chaleur dans un environnement où le soleil, faible et bas, ne parvient pas à augmenter la température. Ce tissu adipeux est vital car il vous permettra de supporter les longues semaines de disette qui ne manqueront pas d'arriver. Contrairement à d'autres prédateurs, l'ours polaire privilégie cette ressource calorique, essentielle dans un environnement où les températures extrêmes et le manque de nourriture sont constants. Bien que l'Arctique soit un endroit où peu d'animaux pourraient survivre, l'ours polaire a fait de ce territoire son foyer depuis des millions d'années. Son adaptation est si profonde que, malgré des difficultés extrêmes, il trouve dans ce milieu l'avantage nécessaire pour dominer. Sa fourrure isolante, sa robustesse et son métabolisme efficace lui permettent de résister à des conditions qui lui seraient fatales ailleurs. Ce n'est pas qu'il passe un bon moment, mais ici, il peut être le prédateur suprême, un rôle qu'il ne pourrait pas jouer dans des écosystèmes moins extrêmes. Cependant, même ce colosse de glace ne peut échapper aux défis posés par l'évolution de son habitat. Chaque année, la banquise recule plus tôt, se fragmente et s'éloigne de la côte. Le recul de la banquise, conséquence directe du réchauffement climatique, oblige ces géants à nager sur des distances inédites à la recherche de phoques, leur proie favorite. Ces longs voyages consomment de l'énergie qui ne peut pas toujours être renouvelée, les exposant au risque de mourir d'épuisement avant de trouver de la nourriture. La mer glacée est leur terrain de chasse et en même temps leur piège. La surface cassante et discontinue les oblige à se déplacer entre des blocs flottants et des eaux dangereuses. Souffrant de ces conditions depuis des générations, les ours polaires ont développé une endurance exceptionnelle pour nager pendant des jours, traversant de vastes étendues d'eau glacée à la recherche d'un meilleur territoire. Ces voyages en mer constituent une épreuve constante de leur force, mais aussi un risque latent, car l'énergie qu'ils dépensent lors de ces longs voyages ne peut pas toujours être reconstituée, les exposant à la fatigue et au danger de mort avant d'atteindre un port sûr. La faim persistante et l'épuisement silencieux sont toujours vos ennemis invisibles. Ce sont des menaces qui minent sa résistance encore plus que n'importe quel prédateur naturel, car dans ce royaume blanc, il est le seigneur incontesté de la chaîne alimentaire. Dans un coin caché sous la neige, une mère protège la vie dans sa forme la plus fragile. À l'intérieur de la tanière, la chaleur corporelle est le seul bouclier contre le froid qui règne à l'extérieur. Là, naissent deux veaux aveugles et tremblants, de la taille d'un poing fermé et pesant à peine 600 grammes. Leur instinct les guide vers le pis de leur mère, à la recherche du lait riche en matière grasse qui leur permettra de développer la couche de tissu nécessaire pour affronter l'extérieur. La mère reste immobile, économisant chaque once d'énergie. Elle sait qu'une fois l'hibernation terminée, sa priorité sera de trouver de la nourriture au plus vite, sinon ses petits ne pourront pas résister à la brutalité de l'Arctique. Dans cet écosystème implacable, la moindre faiblesse peut s'avérer fatale. À des milliers de kilomètres au sud, une autre scène se déroule sous le ciel étoilé des forêts canadiennes. Le troupeau d'élans se repose en cercle, une formation stratégique qui leur offre un abri contre les dangers de la nuit. Les petits se blottissent entre les jambes de leur mère, cherchant la chaleur de son corps massif. Leur souffle se transforme en petits nuages de vapeur qui flottent dans l'air glacial. Bref, témoignage de la vie dans l'immensité obscure. Soudain, un son perce le silence. Un hurlement prolongé, ancestral. C'est l'appel du loup, prédateur infatigable qui annonce sa présence et sa faim. Cet appel fait partie d'une stratégie de chasse coordonnée visant à affaiblir la volonté de l'élan, à instiller la peur et à provoquer une fuite désordonnée. Mais les élans ne cèdent pas.
Ils restent immobiles, alertes, les muscles tendus, prêts à agir si nécessaire. Ils connaissent l'importance de l'unité. Tant qu'ils restent groupés, les loups hésitent à attaquer. Séparer les proies de la meute est essentiel pour les chasseurs, et tant que cela n'arrive pas, la sécurité collective est assurée. C'est ainsi que se déroule l'hiver dans ces régions sauvages du Canada. Un équilibre constant entre la vie et la mort. C'est un cycle infernal où chaque espèce, prédatrice ou proie, lutte pour sa survie. Pénurie de nourriture, froid extrême et ennemis naturels imposent leurs lois sans compromis. Certains survivront jusqu'au printemps, d'autres non, mais tous participent à ce jeu sans fin où l'adaptation est la seule garantie de continuité. L'aube arrive lentement, à peine perceptible, accompagnée d'un vent froid caressant le sol de la forêt. La faible lumière de l'aube filtre à travers les branches des pins, projetant des silhouettes allongées sur le manteau blanc. Les orignaux, gardiens de ce monde gelé, peinent à se relever. Leurs corps lourds craquent à chaque pas, dissipant le givre accumulé pendant la nuit. Sous leurs larges sabots, la neige durcie résiste, offrant un terrain périlleux où chaque pas exige un équilibre. Il est temps de poursuivre la recherche de nourriture. Les mères poussent doucement leurs petits, qui acquièrent peu à peu de la stabilité dans leurs mouvements. Les petites pattes explorent prudemment le sol gelé, grattant avec insistance la surface à la recherche de lichens, d'écorces et de pousses ayant survécu à la rigueur de l'hiver. Ces restes végétaux sont précieux, de petites réserves d'énergie qui alimentent l'endurance du groupe. La forêt reste silencieuse, interrompue seulement par le craquement de la neige sous les sabots, le murmure du vent à travers les cimes nues des arbres et le hurlement lointain occasionnel qui fait écho à une menace lointaine. Mais ce n'est pas le loup qui regarde cette fois. Depuis une imposante formation rocheuse, un lynx du Canada veille en toute discrétion. Son épaisse fourrure tachetée se fond dans l'ombre des arbres, faisant de sa silhouette un prolongement du paysage. Ses yeux dorés analysent la meute avec précision. Chaque mouvement, chaque geste lui fournit des informations vitales. Ce félin est un maître de la traque, patient et calculateur, mesurant le moment précis pour agir sans erreur. Le lynx ne se précipite pas. Il sait qu'une attaque ratée signifie gâcher une précieuse opportunité et s'exposer au danger. Son corps, compact et agile, se fond dans les ombres allongées des pins, invisible dans une forêt qui ne pardonne jamais la moindre erreur. Sur une pente enneigée, un ourson s'éloigne brièvement du groupe pour grignoter une brindille tendre. Il trébuche. Cette petite erreur suffit à réveiller l'instinct de chasse d'un prédateur proche. Caché dans la végétation glacée, le lynx se tend. Ses muscles ondulent sous son épaisse fourrure, tandis qu'il avance avec une discrétion absolue, invisible à presque tous. Mais pas à tous. La mère orignale sent la menace. Ses oreilles se dressent aussitôt, sa respiration s'accélère, son corps tout entier se prépare à la défense. Elle est désormais un bouclier pour sa progéniture, un mur végétal prêt à affronter tous les dangers. Le grand félin observe, calcule les distances et les possibilités. Il sait qu'un faux pas peut lui coûter cher. Il décide de ne prendre aucun risque. Sans un bruit, telle une ombre se fondant dans la brume, il disparaît dans les buissons enneigés. Cette fois, la vie l'emporte. Mais la tension demeure dans l'air, comme l'écho d'un danger qui n'est pas entièrement dissipé. Au loin, plus au nord, là où le paysage devient un désert blanc sans fin, un ours polaire émerge de son refuge sous la neige. Son corps massif, recouvert d'une épaisse fourrure, affronte le vent mordant qui frappe sans relâche la vaste plaine arctique. Ses petits restent à l'intérieur de la tanière, protégés par la chaleur emprisonnée dans la grotte creusée dans la glace. Elle sait que le temps joue contre elle. La faim la ronge et chaque minute passée loin de sa proie peut être cruciale. Il marche d'un pas assuré, laissant une empreinte profonde après l'autre sur la surface gelée. Son odorat très développé détecte des signes presque imperceptibles, la faible odeur qui trahit la présence de l'évent d'un phoque. Il avance prudemment, patiemment, jusqu'à découvrir une minuscule ouverture entre les blocs de glace. Puis il s'allonge, immobile, transformé en roche vivante. L'attente peut durer des heures. Le phoque, inconscient du danger, finit par faire surface à la recherche d'air. À cet instant, la chasse culmine dans une explosion de violence précise. Une griffe massive brise la glace et la mort survient brutalement.
La survie d'une espèce dépend inévitablement de la disparition d'une autre. Le festin est interrompu lorsque le vent tourne. Une tempête approche à grands pas, apportant d'épais nuages de neige et une fureur implacable. L'ours quitte les lieux sans laisser de traces visibles. Très bientôt, le blizzard effacera toute trace de son passage. De retour dans la grotte, les oursons dorment, blottis dans une boule de chaleur animale. Leur mère se blottit contre eux, son corps servant de mur protecteur contre le froid extrême de l'Arctique. Là, sous l'obscurité tamisée de la caverne, la vie persiste silencieusement, s'accrochant à chaque battement de cœur, résistant à l'hostilité de l'extérieur. Dans la forêt boréale, un autre défi attend les mammifères géants. Une rivière glacée traverse le terrain, craquelée par les gelées successives des dernières nuits. Les fissures, cicatrices sombres sur fond de blanc absolu, préviennent du danger latent. La mère orignale inspecte le sentier. Elle cherche un passage sûr où les rochers, émergeant de l'eau gelée, offrent un soutien. Elle guide patiemment son plus jeune rejeton, le plus maladroit. La petite s'arrête, hésite. Le froid et la peur engourdissent ses jambes. Mais l'insistance ferme de la mère la pousse à faire le premier pas. Avec des mouvements hésitants, elle parvient à traverser, retrouvant peu à peu son équilibre. Une fois arrivée de l'autre côté, le reste du groupe l'attend. Chaque avancée dans cet environnement hostile représente une petite victoire contre l'hiver. L'après-midi laisse place à la nuit, teintant le ciel de nuances de violet et de gris. Les wapitis se rassemblent en un cercle serré, un abri de fortune où les élans occupent le centre, protégés par la chaleur des adultes. La forêt sombre dans un silence dense, à peine troublé par le craquement d'une branche ou le murmure lointain du vent. Au loin, dans l'ombre du fourré, un puma rôde. Mais cette fois, il n'attaquera pas. Plus qu'une simple opportunité, il cherche à comprendre le rythme de la meute, ses mouvements, ses faiblesses et ses oublis répétés. Il observe en silence, recueillant des informations vitales pour savoir précisément quand et comment attaquer à l'avenir. À l'aube, le temps change brusquement. Un orage éclate avec une violence inattendue. Le vent hurle, soulevant des rideaux de neige qui réduisent la visibilité à quelques mètres. Les wapitis, vulnérables à la fureur de la tempête, cherchent refuge près d'une formation rocheuse. Là, à l'abri de pins centenaires aux troncs épais, les mères entourent leurs petits, formant une barrière vivante qui résiste au froid et aux éléments. En cette nuit terrible, l'unité est le seul espoir de survie. Nul ne sait combien d'heures s'écouleront avant que le vent cesse ses attaques. Dans l'Arctique, la tempête fait également rage avec une violence inouïe. Dans sa tanière sous la neige, l'ours polaire entend la glace grogner, se brisant quelque part au loin. Elle hésite. Elle devrait partir à la recherche de nourriture, mais cela mettrait ses oursons en danger. La décision n'est pas facile. Chaque instant sous terre représente un répit temporaire, un nouveau réconfort pour leur petit corps. Cependant, il sait qu'il ne peut pas attendre éternellement. Le blizzard fait rage dehors, la neige martèle furieusement l'entrée de la grotte. À l'intérieur, le monde n'est que battement de cœur et souffle, chaleur et vie suspendues. La mère ours décide d'attendre. Mais elle ne peut pas le faire éternellement. Finalement, l'orage cède. Un soleil oblique, pâle comme le reflet d'un souvenir, perce entre les nuages usés. Dans la forêt, ces animaux au bois quittent leur abri. Ils secouent la neige de leur dos comme s'ils se libéraient du poids d'une nuit sans fin. Les jeunes se réveillent lentement, observant un paysage blanc, intact, mais plein de promesses. Lichen apparent, branches tombées, traces d'une vie qui n'a pas renoncé. La marche reprend, prudemment, en groupe. À des centaines de kilomètres de là, dans les vastes étendues de l'Arctique, un ours polaire s'approche de l'entrée de la grotte qui lui offrait un abri pendant l'hiver rigoureux. Ses petits, encore tremblants, glissent derrière elle. Leurs pattes, chancelantes, éprouvent la glace pour la première fois. La mère les observe avec une attention patiente. Maintenant, ils sont debout. Maintenant, ils peuvent affronter l'horizon gelé sans s'évanouir. C'est la première leçon. Le monde sera toujours un lieu hostile, mais il leur appartient. Le vent glacial frappe leur museau, arrachant la chaleur de leur peau, mais ils avancent. Les petites empreintes laissées dans la neige sont les premières traces d'une existence qui tentera de s'accrocher à la vie. Les jours passent, immobiles, froids, implacables. Le printemps n'est qu'un murmure dans le souvenir de la forêt boréale,
Mais un après-midi, teinté d'éclats roses dans le ciel bas, quelque chose change. Les wapitis traversent la rivière gelée avec détermination. Les élans, autrefois hésitants, marchent désormais d'un pas assuré, la queue dressée, le corps robuste après des mois d'adversité. Le troupeau se dirige vers de nouvelles clairières, attentif au moindre craquement sous la neige, à l'ombre qui trahit la présence d'un prédateur. Dans l'immensité blanche de l'Arctique, l'ours guide ses petits à travers des plaines infinies. Les oursons suivent d'un pas maladroit mais déterminé. Chaque mouvement est une leçon silencieuse. Comment éviter les crevasses cachées, comment flairer les trous de phoque sous la glace. Là, dans ces trous invisibles, se trouve la possibilité de nourriture, la garantie de survie. Les oursons reniflent, écoutent, apprennent. Le printemps n'est pas encore arrivé, mais il se dessine dans l'air, dans la faible chaleur qui commence à filtrer sous les rayons d'un soleil oblique et persistant. La forêt boréale et les plaines arctiques forment un paysage commun de résilience. Originaux et ours polaires, mères et oursons partagent un héritage ancestral d'efforts, d'espoir et d'adaptation. Ici, dans ces terres où le froid semble éternel, l'espoir d'un dégel est presque palpable. Un jour où les lichens reverdront, les branches pousseront et un ciel clair remplacera le gris constant. Les oursons, endurcis par la rigueur de l'hiver, ne sont plus sans défense. Ils avancent d'un pas assuré, conscients des dangers et de leur propre force. Depuis l'ombre de la forêt, le jaguar du Nord observe silencieusement. Ses yeux observent la scène sans intervenir. Ce prédateur solitaire participe lui aussi à cette lutte pour l'existence, une histoire empreinte de courage, de ruse et de patience. Leurs mouvements sont mesurés, précis. Leur vie entière est une danse de survie en territoire hostile. Les orignaux explorent de nouveaux endroits à la recherche de nourriture. Ils grattent la neige durcie à la recherche de lichens et de bourgeons cachés sous la couche de givre. La mère mène le troupeau, attentive aux moindres signes de menace. Les jeunes imitent leurs gestes, aiguisent leurs sens et comprennent peu à peu les codes d'un monde où chaque décision compte. Dans l'Arctique, l'ours détecte un indice, une trace olfactive émergeant d'un évent. Les oursons s'approchent, reniflant avec curiosité, tandis qu'elle reste immobile, écoutant la glace, sentant les vibrations de la mer cachée sous ses pattes. C'est la deuxième grande leçon, la patience. Savoir attendre le bon moment peut faire la différence entre la vie et la mort. À mesure que les jours rallongent et que le vent perd de son intensité, la promesse d'une saison plus douce se dessine. Cependant, le risque demeure. Dans la forêt, les loups rôdent. Sur la glace, des crevasses dangereuses menacent de se briser sous un poids mal évalué. Mais les orignaux et les oursons ont déjà appris les règles de base, se déplacer en groupe, rester concentrés et surveiller son environnement. Leurs corps autrefois fragiles sont désormais des instruments de survie finement réglés. Dans ce cycle incessant de froid et de dégel, de vie et de menaces constantes, tout respire à un rythme ancestral. Les espèces qui peuplent ces lieux ont enduré 1000 hivers, résisté à d'innombrables tempêtes et élevé des générations de descendants devenus des adultes robustes, capables de répéter l'histoire. Mais la résistance ne suffit pas. Dans ce scénario, chaque jour est aussi une lutte silencieuse pour la survie. Dans cet environnement impitoyable, les jours sont courts et les nuits interminables, répandant un froid mordant qui pénètre même les manteaux les plus épais. Le vent balaie la surface blanche, soulevant des tourbillons de fins cristaux de glace qui tournent brièvement avant de retomber sur le sol durci. À l'ombre d'un sapin couvert de givre, un lynx du Canada traque patiemment. Son corps, parfaitement adapté à la chasse en terrain enneigé, se déplace avec une dextérité silencieuse. Leurs larges pattes, recouvertes d'une épaisse fourrure, agissent comme des raquettes naturelles qui répartissent leur poids, les empêchant de s'enfoncer dans la neige meuble. Ces pieds spécialisés peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de largeur, une caractéristique essentielle pour se déplacer facilement sur la surface hivernale instable. Les yeux brillants du lynx scrutent chaque recoin sombre, attentif au moindre mouvement. Son estomac vide lui rappelle que la dernière chasse a été infructueuse. Un lièvre a réussi à s'échapper in extremis. Cette proie constitue la principale nourriture du lynx pendant l'hiver, représentant jusqu'à 90% de son régime alimentaire à cette période de l'année. Sans capture régulière, le risque de famine est constant.
Dans la forêt boréale, la faim n'est pas une circonstance passagère, mais une présence permanente qui influence chaque décision et chaque mouvement. Mais le lynx n'est pas le seul prédateur soumis à cette pression. À quelques kilomètres de là, un autre chasseur ressent la même urgence vitale. Une meute de loups gris se déplace avec détermination sur le terrain gelé. 10 individus avancent ensemble, guidés par un couple alpha expérimenté. Un mâle au pelage argenté, couvert de vieilles cicatrices, et une femelle au regard ferme et pénétrant. Les meutes de loups sous ces latitudes regroupent généralement entre 6 et 12 membres, organisés selon une hiérarchie sociale stricte. La capacité de leadership du couple alpha est cruciale, car le succès ou l'échec de la chasse, et par conséquent la survie de l'ensemble du groupe, dépendent de leurs décisions. Ils hurlent pour les rassembler tous. Ceux qui sont dispersés dans les forêts et ceux qui dorment dans la neige. Tous les loups ne ressentent pas la faim avec la même intensité, ni au même moment. Mais l'appel ancestral a un pouvoir qui transcende le besoin immédiat. C'est le lien social qui les anime, une cohésion qui garantit leur survie depuis des générations. Le hurlement annonce le début de la chasse et, en même temps, réunit la meute dans une cause commune. L'air transporte une odeur familière, reconnaissable entre mille pour ceux qui l'observent depuis des générations. C'est la trace d'un cerf. Mais ce n'est pas seulement son odeur qui révèle son passage. Les loups observent les empreintes de pas dans la neige, les branches pliées et les légers sillons dans les sous-bois, autant de signes que leur instinct déchiffre sans effort. Ce sont les plus anciens détectives du monde animal. Parmi les proies potentielles laissées par ces sentiers, 2 dominent ce territoire. Dans ces zones, le cerf de Virginie et le wapiti sont les proies habituelles, selon la saison. Les prédateurs lèvent le museau vers le vent, reniflant avec précision. La réaction est immédiate. La meute s'organise comme une machine parfaitement synchronisée. Les jeunes animaux restent à l'arrière, observant et apprenant. Les adultes robustes prennent position sur les flancs pour bloquer toute voie de fuite possible. Les chefs dirigent à l'avancée d'un pas ferme. La chasse n'est pas seulement une question d'instinct, c'est une stratégie affinée au fil des générations où chaque loup connaît son rôle exact au sein du groupe. Cependant, les conditions hivernales rigoureuses rendent la tâche plus difficile. La neige cache les empreintes de pas, dissimule les traces d'odeur et rend les proies plus prudentes. Si les loups n'agissent pas avec rapidité et discrétion absolue, l'occasion sera irrémédiablement perdue. Chaque tentative ratée coûte une énergie précieuse qui peut ne pas être récupérée si la chasse échoue. Puis, hors du brouillard épais et du vent mordant, ils émergent au loin, presque comme une silhouette dessinée par la terre elle-même. Un petit groupe de cerfs de Virginie. Le troupeau s'arrête. Le temps semble ralentir. Les loups, conscients de la fragilité de cette opportunité, baissent leur corps, se cachant derrière des buissons et des troncs tombés. Leurs yeux, adaptés à l'obscurité, scrutent chaque mouvement de leur proie. Les oreilles bougent subtilement, captant même le plus léger bruissement. Le vent souffle contre eux, dispersant les odeurs et les sons. Mais la meute ajuste sa position, se positionnant toujours avec le courant en sa faveur, de sorte que sa présence reste cachée. Un adulte, le mâle alpha, émet un léger grognement à peine audible que la meute reconnaît instantanément. Les loups se déploient selon un schéma soigneusement calculé. Certains rampent vers la droite, d'autres se cachent sur la gauche, cherchant à coincer le cerf contre une ouverture dans les arbres où la fuite est difficile. Les jeunes restent attentifs, apprennent, tandis que la femelle alpha dirige fermement le mouvement. Les cerfs, inconscients du danger, se nourrissent calmement, levant parfois le museau pour humer l'air. Un moment de calme avant la tempête. Le troupeau reste immobile, presque fusionné avec les ombres et la neige. La tension est palpable dans l'air froid, un équilibre délicat entre la vie et la mort. Soudain, un cerf lève la tête, alerté par un bruissement. Les loups savent que le compte à rebours a commencé. Avec une précision apparemment chorégraphiée, les adultes les plus expérimentés commencent leur progression, basse et rapide, se fondant dans le paysage gelé. Les jeunes hommes avancent prudemment, fermant toute voie d'évasion possible. Le vent, qui jusque-là dispersait les odeurs, joue désormais en faveur des chasseurs. Le groupe se rétrécit, rassemblant les cerfs vers la clairière dans les arbres. Le peloton accélère. La poursuite est un véritable élan d'énergie et de concentration.
Les cerfs sautent, mais la neige profonde limite leur vitesse et leur agilité. L'un après l'autre, les loups attaquent avec force et précision. Le mâle alpha se jette sur un cerf, le tenant fermement avec sa mâchoire, tandis que la femelle alpha sécurise son flanc. Le combat ne dure que quelques minutes, une bataille pour la survie. Finalement, le barrage tombe. Le reste de la meute s'approche rapidement, faisant taire tout bruit. Les loups saisissent l'instant présent et se nourrissent avec urgence, conscients que chaque morsure les rapproche un peu plus d'un autre jour dans le rude hiver canadien. La meute, unie par l'effort et la nécessité, se regroupe après la chasse, prête à affronter le reste de la journée. Le cycle se poursuit implacablement, sans interruption. Dans l'immensité de la glace, la vie et la mort s'entremêlent selon un rythme ancien et inévitable. Tout comme dans les vastes terres gelées, le loup se dresse comme un chasseur implacable, dans les mêmes prairies où la vie se renouvelle. Une minuscule créature vulnérable écrit sa propre histoire de survie et de transformation. Aux confins du vaste territoire canadien, parmi les tiges tendres qui émergent dans les clairières et le long des routes rurales, une plante en particulier soutient l'existence d'une créature qui, bien que petite, préserve l'un des processus les plus étonnants de tout le règne animal. L'asclépiade, avec ses feuilles épaisses et sa sève laiteuse, devient le refuge et la nourriture de la chenille du monarque. Ces chenilles, aux corps allongés et aux bandes alternées de noir, de blanc et de jaune, sont des hôtes discrets. Elles rampent prudemment dans la végétation basse, là où les oiseaux ne regardent pas et où les petits mammifères s'arrêtent rarement. Leur seule tâche ces jours-ci est de se nourrir sans répit ni repos. Chaque feuille qu'ils consomment est une petite victoire sur l'environnement, une garantie de survie dans un écosystème où rien n'est gratuit. Le danger n'est jamais loin. Canards et oies, attirés par les nouvelles pousses, peuvent les découvrir par hasard en perturbant la végétation. Les crapauds, les campagnols et certains insectes prédateurs parcourent le même terrain à la recherche d'une opportunité. Même la pluie représente une menace mortelle. Une tempête soudaine peut les emporter hors de leur abri ou les ensevelir sous la terre humide. Mais malgré tout, la chenille persiste. Jour après jour, son corps s'agrandit, sa peau se raffermit et, à plusieurs reprises, elle doit muer pour poursuivre sa croissance. Chaque mue la rapproche un peu plus d'un moment décisif. La routine est toujours la même. Manger, se déplacer lentement, trouver un endroit plus sûr et éviter d'être vu. Leurs mouvements sont maladroits, leur vision est mauvaise et leur vie, au ras du sol, est marquée par un risque constant. Et pourtant, sa marche répond à quelque chose d'inévitable. Bien que ces mouvements paraissent erratiques et maladroits, ils ne se déplacent pas au hasard. Une séquence ancienne, inscrite dans sa biologie, le pousse à chercher un refuge sûr et élevé, guidé par des stimuli invisibles. La texture d'une tige, l'inclinaison d'une feuille, l'humidité de l'air. Il n'y a aucun raisonnement, aucune décision, juste une programmation ancienne qui la conduit, presque invariablement, à l'endroit où sa transformation peut s'accomplir. Lorsque son corps atteint ses limites, lorsqu'il n'y a plus de feuilles pour le satisfaire et que la menace des prédateurs ne lui laisse aucun répit, la chenille monarque entame son dernier voyage en tant que créature terrestre. Il se dirige vers une branche morte. Là, il s'accroche à l'envers et prend la forme d'une lettre que la forêt ne comprend pas, mais qui annonce le début de quelque chose de vraiment extraordinaire. À l'intérieur de cette capsule fragile, à l'abri des regards, un processus silencieux et profond s'amorce. Le corps qui jusqu'alors se traînait se dissout lentement. Jour après jour, une transformation s'opère à l'intérieur de cette capsule qui échappe au regard de la forêt. De vieux organes se dissolvent, de vieilles structures se décomposent et de cette matière émerge un corps différent. Au cours de la deuxième semaine, la chrysalide commence à foncer. Des teintes orange et noires apparaissent sous la fine membrane, telle une peinture émergeant de l'intérieur. À l'approche du moment, la chrysalide devient translucide. Et alors, sans prévenir, le miracle se produit. Le papillon monarque s'échappe de sa prison de soie durcie. Ses pattes grêles s'accrochent à sa coquille vide et son corps, encore mou, pend, tandis que ses ailes se déploient lentement. Pendant plusieurs heures, elle reste immobile, laissant l'air durcir ses tissus et le soleil sécher l'humidité qui la lie au monde dans lequel elle est née. Ce qui émerge de cette capsule est une créature différente. Il ne reste aucune trace de son ancienne forme.
Ses ailes, larges et symétriques, arborent des motifs reconnaissables entre mille, orange vif, noir profond et subtilement marqué de blanc. Ce n'est plus une créature terrestre, c'est un animal de l'air. À partir de ce moment, son existence change à jamais. Le papillon monarque erre dans les mêmes champs, les mêmes rives de lacs et les lisières des mêmes forêts qui le voyaient autrefois ramper dans les sous-bois. Maintenant, il survole ces endroits, esquivant les branches, évitant les coups de bec des oiseaux curieux et laissant derrière lui, à maintes reprises, les territoires où il devait autrefois se cacher. Il se nourrit du nectar des fleurs sauvages et se déplace à travers elles au fur et à mesure que la saison progresse. Il ne possède pas de bouche traditionnelle. Il possède à la place une trompe spécialisée qu'il déploie pour aspirer le nectar. Cette adaptation lui permet de se nourrir de liquide sans avoir à mordre ou à mâcher, fonction qu'il assurait auparavant. Cette spécialisation est essentielle pour leur vie adulte, lorsque la nutrition liquide devient essentielle. Après la reproduction, le papillon adulte ne vit que 7 jours. Son existence est brève et fragile, rythmée par le rythme invisible des saisons et le murmure du vent. Loin d'être un intervalle vide, ces jours incarnent l'urgence d'une vie qui cherche à perpétuer un cycle millénaire. Durant cette étape, leur existence se réduit presque entièrement à l'instinct reproductif et au vol traversant des territoires selon un itinéraire tracé par des générations. Le cycle de reproduction du papillon monarque est bref et intense. Durant sa courte vie adulte, il ne s'accouple généralement qu'avec un seul partenaire. Les mâles les repèrent grâce à des signaux chimiques et à leur schéma de vol. Avant l'accouplement, la femelle reste vigilante, parcourant le territoire d'un vol fluide mais déterminé. Entre le vol et la pose, au-dessus des fleurs et des plantes, leurs mouvements sont mesurés, scrutant l'espace où les mâles recherchent des indices visuels et des traces olfactives. Un papillon monarque est capable de détecter des traces chimiques dans l'air à plus de 200 mètres de distance, guidé par un sens aigu et persistant qui détermine chaque rencontre. Il ne s'agit pas d'une attente passive. Leur comportement est une partie active du rituel, une danse subtile où chaque geste, chaque tour, ouvre la voie à la rencontre. Après l'accouplement, la femelle recherche des plants d'Asclépiade pour pondre ses œufs et assurer la prochaine génération. Ce que la nature a permis ici n'est pas une simple transformation. C'est une réinvention complète. Une créature qui vit 2 fois, une fois au ras du sol, craintive et limitée, une fois dans les courants aériens, légère et déterminée. Depuis des millions d'années, la chenille portait en elle un désir silencieux, une impulsion incommensurable, comme si au plus profond d'elle-même, elle avait un jour désiré cette liberté. Vivre au gré du vent, observer d'en haut, toucher le ciel. Et étrangement et miraculeusement, ce souhait fut exaucé, ne serait-ce que pour quelques jours. Et quand la fin arrive, il n'y a pas de drame. Le papillon se pose sur sa dernière tige, sur une feuille dorée par l'automne, ou près d'une fleur fanée par les premiers froids. Là, il arrête son vol. Son corps ne répond plus, mais son cycle a laissé une marque imperceptible sur l'équilibre de cet écosystème. Une existence brève, mais qui, au moins une fois, a connu le vent, la lumière du soleil et l'étendue du ciel canadien. Dans ces vastes terres froides, où les loups traquent la neige et où les papillons monarques défient les saisons, tout ce qui bouge n'appartient pas à la nature sauvage. Certaines créatures parcourent ce paysage au nom des humains, et bien que domestiqués, le souvenir ancien des chasseurs primitifs persiste dans leur sens. Les chiens de recherche formés pour retrouver les personnes perdues dans les forêts, les vallées et les sentiers oubliés, patrouillent aux côtés de leurs maîtres lors de voyages silencieux. Un malamute d'Alaska, descendant des anciens compagnons des Amérindiens, se dirige vers la nature sauvage avec la même détermination que ses ancêtres. Il se déplace sans crainte à travers les arbres recouverts d'une fine couche de glace et les sentiers brouillés par le blizzard. Son museau capte des odeurs imperceptibles pour tout autre animal, même les humains. De faibles traces de sueur, un vêtement tombé, l'odeur subtile d'une trace fraîche dans la neige. Leur corps, recouvert d'un double pelage dense, agit comme une barrière thermique naturelle. Le sous-poil doux et dense retient la chaleur corporelle, tandis que le pelage extérieur, plus épais et plus rugueux, repousse l'humidité et la neige qui tente d'y adhérer.
Ce manteau naturel vous permet de supporter des journées interminables dans des températures extrêmes sans que votre corps ne cède facilement au froid. Certains ont réussi à sauver des vies dans ces endroits. D'autres sont revenus sans nouvelles, mais jamais sans avoir essayé. Ce sont des créatures domestiques, mais dans les profondeurs de la forêt canadienne, leur instinct s'active avec la même force que chez leurs ancêtres sauvages. Là, parmi les grands arbres et la solitude glacée, ils font partie d'un paysage qui ne distingue ni propriétaire ni espèce, seulement la persistance, la résilience et la recherche constante de ce qui respire encore. Dans le calme de la forêt enneigée, le silence devient dense, presque palpable. Un lynx du Canada reste immobile, attentif au moindre mouvement de sa proie potentielle. Ses moustaches vibrent dans l'air froid, captant des signaux presque imperceptibles. Le lièvre d'Amérique est la proie qu'il a choisie ce matin-là. Agile et insaisissable, il se déplace à une vitesse qui défie toute tentative de chasse. Il peut atteindre des vitesses étonnantes et changer de direction en un instant, comme si la forêt elle-même conspirait pour le protéger. Un léger craquement sous la neige, à peine un murmure, brise le calme. Le lièvre disparaît aussi vite qu'il est apparu, presque invisible dans le blanc infini de l'hiver. Le lynx se couche à plat ventre sur le sol, immobile parmi la neige et les branches basses des buissons. Sa fourrure grisâtre, plus claire en cette saison, lui offre un camouflage presque parfait. Cette capacité de camouflage saisonnière est cruciale pour la chasse, car elle permet d'approcher une proie sans être détectée. À quelques mètres de là, la silhouette blanche du lièvre est à peine visible dans l'obscurité de la nuit. Ses longues oreilles tournent constamment dans tous les sens, attentives au moindre bruit ou vibration. La moindre erreur condamnerait le lynx à l'échec et à une nouvelle journée de famine. Contrairement à la meute de loups, qui compte sur la coopération du groupe pour abattre de grosses proies, le lynx est un chasseur solitaire. Votre succès ou votre échec dépend uniquement de votre discrétion, de votre patience et de vos compétences individuelles. Cette méthode de chasse silencieuse nécessite de longues attentes, un contrôle absolu de chaque mouvement et une coordination parfaite entre la vue, l'ouïe et le toucher. Mais cette fois, la furtivité ne suffit pas. Le lièvre perçoit un léger craquement dans la neige et, en une fraction de seconde, ses puissantes pattes arrière le propulsent dans l'obscurité. À quelques mètres de là, il disparaît dans les sous-bois glacés. Sa vitesse et ses réflexes, affinés par des générations de poursuites, lui donnent une opportunité que peu de proies possèdent. Le lynx, immobile, n'a d'autre choix que de regarder sa nourriture disparaître dans la nuit. Dans un autre coin de la forêt, les loups poursuivent leur poursuite. Un cerf sent le danger et s'enfuit rapidement, profitant de chaque centimètre d'espace libre. La meute le poursuit en formation, essayant d'épuiser son endurance dans une course longue distance. La stratégie des loups est simple mais efficace. Ils forcent leur proie à courir jusqu'à la limite de ses forces, tandis que les chasseurs se relaient pour la poursuivre afin d'éviter l'épuisement. De son côté, le lynx ne peut se permettre une telle démonstration d'énergie. Chaque saut raté entraîne une perte de chaleur et de force difficile à compenser dans un environnement où la nourriture est rare. Alors il attend. Ses muscles restent tendus, prêts à l'action immédiate, mais son corps reste immobile, invisible, se fondant dans le paysage enneigé. Dans la nature de la forêt boréale, la patience est un outil aussi précieux que les griffes ou les crocs. Le lièvre se déplace avec légèreté, grattant la neige avec ses pattes arrière. Ses sens restent en éveil, détectant les moindres changements dans son environnement. Le lynx reste immobile. Il sait que tout mouvement prématuré ruinerait la chasse. À ce moment-là, tout se résume à un jeu d'attente, de calcul, de timing précis. La forêt se tait, interrompue seulement par le murmure du vent dans les arbres. La chasse continue, invisible, silencieuse, mortelle. Le lynx attend. Il sait que dans ce jeu de patience, la réussite dépend de la capacité à rester caché et à attendre le bon moment. Mais la nature accorde rarement des avantages durables. Un hurlement lointain de ces mammifères perce le silence de la nuit. Le lièvre, attentif au son, réagit immédiatement et s'enfuit rapidement dans les buissons. Ces hurlements peuvent porter jusqu'à 10 km dans des conditions favorables, signe indéniable de leur présence. Cependant, le lynx reste immobile. Il sait que la meute ne s'intéresse pas à des proies aussi petites que des lièvres, mais il comprend aussi qu'une rencontre fortuite avec plusieurs prédateurs affamés pourrait lui coûter la vie.
Malgré sa force et sa capacité de réaction, il n'aurait aucune chance contre un groupe coordonné d'attaquants. Pendant ce temps, les loups avancent rapidement sur la neige durcie. Leurs corps glissent comme des ombres, parfaitement synchronisés, sans émettre aucun bruit, hormis le léger craquement de leurs pattes brisant la croûte glacée. Du haut d'une colline, ils détectent des traces fraîches. Un élan est passé. Cet animal est le plus grand cervidé de la planète, capable, à l'âge adulte, de leur fournir 200 kg de viande. Le mâle alpha émet un grognement court, presque imperceptible, indiquant la direction à suivre. La réaction du groupe est immédiate. Ils savent qu'un seul élan représente une source de nourriture pour plusieurs jours, essentielle en période de disette. Les chutes de neige s'intensifient. Dans une autre partie de la forêt, le lynx poursuit sa chasse. Avec une agilité féline, il grimpe sur un tronc incliné qui lui permet de mieux voir les environs. De là, il repère une victime potentielle. Une taupe des neiges, petite, sans grande valeur nutritive, mais suffisante pour apaiser sa faim une nuit de plus. D'un bond précis, le lynx bondit sur sa proie. Un bref cri perçant brise le silence avant que tout ne revienne à la normale. La chasse est fructueuse. Le prédateur entraîne rapidement sa proie vers des racines exposées où il peut se nourrir en relative sécurité. Dans cet environnement hostile, rester trop longtemps au même endroit est un acte imprudent qui peut coûter cher. À plusieurs kilomètres de là, les loups s'approchent de leur cible principale. Il s'agit d'un wapiti âgé à la traîne de la meute, légèrement boiteux à la patte arrière. Pour les chasseurs expérimentés, ce signe est synonyme de vulnérabilité. La meute se forme en éventail. Certains individus bloquent toute possibilité de fuite, d'autres encadrent la meute, tandis que les chefs de meute donnent le ton avec des grognements étouffés. Le siège commence à se refermer avec une efficacité impitoyable. L'élan, conscient du danger imminent, tente de prendre ses distances. Ses longues pattes luttent contre la neige épaisse, mais la fatigue et le terrain jouent contre lui. Les loups comblent rapidement l'écart. L'attaque finale est mortelle, parfaitement coordonnée. Leurs morsures s'enfoncent dans l'épaisse peau, tandis que les sabots des élans martèlent l'air dans un effort désespéré pour survivre. La neige, autrefois blanche et immaculée, devient rouge. La résistance est brève, la proie tombe, épuisée et dépassée par l'efficacité de ses poursuivants. Ailleurs dans la forêt, le lynx se repose dans une tanière improvisée. La petite proie a à peine comblé son vide intestinal, mais cela lui permettra de survivre encore quelques heures. Son instinct le prévient qu'il devra bientôt repartir à la recherche de nourriture. Ici, un chasseur solitaire comme lui ne peut se permettre de longs répits. Les menaces sont constantes, la compétition pour chaque morceau est féroce et la moindre imprudence peut être fatale. La nuit recouvre entièrement le paysage. Les étoiles brillent faiblement dans le ciel clair, inconscientes de la lutte pour la survie qui se livre sous leur lumière. Les loups, momentanément rassasiés, pansent leurs blessures et se reposent près des restes de l'élan abattu. Ils ont accumulé de la nourriture pour plusieurs jours, mais ils savent que l'hiver n'est pas encore terminé. Dans cet environnement, l'abondance est toujours éphémère et la faim revient vite. Le lynx, les sens toujours en éveil, reconnaît que son combat quotidien n'est pas terminé. Les lièvres d'Amérique demeurent sa ressource la plus précieuse. Sans eux, sa survie ne tient qu'à un fil. Les chemins du loup et du lynx se croisent rarement directement, mais leurs destins sont inévitablement tissés selon les mêmes règles, adaptation, ruse, résilience. Dans cette terre hostile, aucun prédateur ne peut baisser sa garde. Chaque geste compte, chaque décision peut faire la différence entre survivre ou succomber à l'environnement glacial et exigeant de la forêt boréale. Le vent se lève à nouveau, balayant le paysage de son souffle glacial et recouvrant les traces des récentes chasses d'une couche de neige fraîche. Dans ce décor silencieux, l'histoire de ces deux chasseurs se poursuit, invisible et ininterrompue, inscrite dans le cycle immuable de l'hiver. Le loup gris se lève après un bref repos. Son nez capte un signal familier, la trace d'un élan affaibli qui avait réussi à s'échapper quelques jours auparavant. L'urgence le pousse à agir. Un hurlement bref et sec résonne dans l'air. Ça suffit. Les membres de la meute, dispersés par les recherches, commencent à se regrouper. Il n'y a pas de temps à perdre. Les réserves d'énergie s'amenuisent rapidement et les besoins alimentaires exigent une action immédiate.
À plusieurs kilomètres de là, le lynx traque depuis la cime d'un vieux sapin. Son corps, recouvert d'une épaisse fourrure, se fond dans les branches enneigées. Ses pattes coussinées étouffent tous les sons. Il observe attentivement un petit groupe de perdrix blottis sous un buisson couvert de givre. Elles ne sont pas sa cible préférée, mais elles représentent une solution possible à sa faim grandissante. Avec des mouvements précis, le félin descend de l'arbre. Tous ses muscles sont tendus, prêts à exécuter un salto. La scène semble propice, mais l'instant est brusquement brisé. Une fissure inattendue traverse l'air. À quelques mètres de là, un renard roux est arrivé, attiré par le même groupe d'oiseaux. En un instant, les perdrix s'envolent et disparaissent parmi les arbres. L'occasion s'est envolée. Au loin, la situation de la meute de loups change. Les taches écarlates sur la neige annoncent un nouvel espoir, du sang frais. L'élan blessé a été retrouvé à nouveau. La meute s'organise avec précision. 3 individus avancent vers les flancs, un autre coupe la retraite par l'arrière et les chefs, les alphas, affrontent l'animal de front. Le vieil orignal, épuisé, traîne sa patte blessée. La neige épaisse ralentit chacune de ses tentatives de fuite. Impossible de s'échapper. La stratégie, affinée par des générations de chasse, réussit. Les crocs transpercent la chair usée de l'animal. L'élan s'abat, poussant un dernier rugissement qui s'estompe sous un ciel plombé. Le troupeau se jette sur le corps abattu, déchirant sa peau avec une faim contenue. La viande chaude leur fournira suffisamment de nourriture pour survivre aux jours à venir. Dans un autre coin de la forêt, le lynx se faufile entre les troncs aussi discrètement qu'une ombre. L'échec n'a pas sa place dans sa nature. Une seule erreur peut lui coûter de longues journées sans nourriture. Il sait que chaque opportunité est brève, fugace. Son instinct le maintient en alerte. Soudain, ses oreilles perçoivent un faible bruit au loin. Ce n'est rien d'autre qu'un bruissement dans la neige, des pattes légères, à peine audibles. Il s'arrête. Ses sens s'aiguisent. Là, parmi des buissons couverts de glace, un lièvre arctique reste immobile, confiant que sa fourrure blanche le protège des regards indiscrets. Mais les yeux du lynx, habitués à distinguer les silhouettes dans l'ombre, ne se laissent pas tromper. Le félin s'accroupit au ras du sol, son corps effleure à peine la neige, il évalue la distance, il contracte ses muscles. En un instant, il bondit avec une précision mortelle. Cette fois, il n'y a aucune interruption, aucun rival ne se dispute la place. La patte attrape le lièvre alors qu'il tente de s'échapper. La proie tombe, piégée. Le combat ne dure que quelques secondes. Le besoin est satisfait. La viande fraîche et chaude permettrait au lynx de retrouver l'énergie volée pendant les jours de jeûne. Tandis qu'il déchirait sa proie sous le couvert des arbres, l'écho lointain d'un loup résonnait dans les profondeurs de la forêt. Un rappel qu'ici, dans la nature sauvage et glacée du Canada, la chasse est constante et le repos est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. La nuit se passe sans incident majeur. Cependant, avec l'arrivée de l'aube, un nouveau danger se profilait à l'horizon. Du nord, des nuages denses se déplaçaient rapidement, porteurs de la promesse d'une violente tempête. Le changement de vent alerte le troupeau. Ces mammifères carnivores, habitués aux caprices du temps, se sont regroupés dans le fourré. Les adultes se positionnent en cercle, protégeant les petits du froid imminent. Ils savent que le blizzard met à l'épreuve leur résilience et leur cohésion. Pendant des heures, ils restent blottis les uns contre les autres, réduisant ainsi toute dépense énergétique inutile. Le vent hurle et la faim recommence à s'installer, érodant lentement le répit que le repos offrait. Pendant ce temps, un lynx du Canada, un animal solitaire au mouvement furtif, a trouvé refuge sous une formation rocheuse. Cette cachette, recouverte de couches de glace et de mousse sèche, offre une protection de base contre la tempête. Son estomac plein lui offre un moment de répit, mais le froid le pénètre jusqu'aux os, malgré son épaisse fourrure. Entr'ouvrant les yeux, il scrute les alentours. Car dans cet environnement hostile, même un chasseur peut se retrouver traqué. Le blizzard n'empêche pas la forêt de vivre, il la perturbe simplement. Un ours brun, réveillé prématurément par la faim, rôde parmi les arbres. Sa masse imposante et le crissement de la neige sous ses pattes alertent les animaux cachés sous le manteau blanc. Ce nouvel acteur perturbe l'équilibre fragile. Le lynx décide de ne pas quitter sa cachette, tandis que la meute de loups évite les restes de l'élan chassé quelques jours plus tôt. Personne ne veut risquer d'affronter l'ours.
La journée se transforme en un exercice d'attente. Aucun mouvement n'est sans danger. Sous la neige persistante, chaque minute s'éternise. Chaque décision doit être mûrement réfléchie. La survie, rien de plus. À la tombée de la nuit, la tempête commence à se dissiper. Le vent faiblit et la couverture nuageuse laisse entrer une faible lumière hivernale. La forêt, recouverte d'une nouvelle couche de neige, a complètement changé. Les empreintes ont été effacées, les traces de proie imperceptibles. Seuls les restes durcis de l'élan, gelés par la glace, demeurent comme témoignage du passé. Un groupe de corbeaux descend, attirés par l'odeur persistante de viande. Les oiseaux charognards, opportunistes par nature, savent quand s'approcher en toute sécurité. À quelque distance, le loup alpha hume l'air intensément. Les signes de l'approche de l'ours sont indéniables. Ce n'est pas un territoire sûr. D'un léger hochement de tête, il signale à la meute qu'il est temps de partir. Cap vers le sud, à la recherche de nouvelles opportunités. Des pattes percent la neige fraîche, traçant un nouveau chemin. L'histoire d'une lutte récente est laissée derrière elle, bientôt ensevelie sous la prochaine chute de neige. Le lynx, après plusieurs heures d'immobilité, sort enfin de son abri. Avec des mouvements calculés, il explore le terrain. Ses moustaches captent de subtiles vibrations dans l'air. La chasse doit continuer. Ici, chaque jour est un nouveau défi. Rien n'est garanti. Chaque jour peut être le dernier si vous prenez la mauvaise décision. Au loin, quelque chose bouge. Peut-être un écureuil, un oiseau, peut-être une opportunité. Sans hésiter, le félin glisse entre les arbres. Parfaitement adapté à l'environnement enneigé, presque invisible. Dans cet écosystème impitoyable, le lynx et le loup représentent deux manières de composer avec les mêmes règles. Le premier est solitaire et furtif, le second est social et stratégique. Mais tous deux sont confrontés au même jugement, celui de l'hiver canadien. Un scénario où seuls les plus adaptables l'emportent. Le silence revient dans la forêt après leur départ. Les ombres s'allongent à mesure que le soleil se couche. L'atmosphère semble rendre hommage aux protagonistes de cette lutte permanente. Les saisons se succèdent, les jours raccourcissent, les nuits s'allongent. Et à chaque chute de neige, les traces de ceux qui vivent et luttent s'effacent, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais même lorsque les traces disparaissent, l'instinct demeure intact. Chez chaque prédateur, une volonté infatigable persiste. Le besoin de continuer à avancer, de chasser, de survivre. Ni tempête, ni froid, ni rival ne peuvent les briser complètement. Dans ces étendues sauvages et glacées, la survie n'est pas seulement une question de force. C'est une question de ruse, d'adaptation et de persévérance. Les opportunités sont rares et les erreurs coûteuses. Il n'y a pas de seconde chance pour ceux qui hésitent. De la plus petite proie au chasseur le plus redouté, tous partagent le même destin, combattre un jour de plus. Parfois, la menace vient du ciel sous forme de flocons épais. D'autres fois, elle se cache sous la neige. Les règles sont claires. Manger ou être mangé, avancer ou geler. Tous les êtres vivants dans cette forêt le comprennent, même s'ils ne raisonnent pas. La vie dans la taïga ne laisse aucune place au doute. Tandis que le lynx traque dans l'ombre et que la meute se déplace silencieusement sur de nouveaux chemins, la chaîne alimentaire continue. Chaque créature joue son rôle, sans gloire, sans public. Seule la nécessité dicte ses mouvements. L'équilibre, bien qu'instable, demeure. Une lutte perpétuelle où la seule constante est le changement. Les saisons changent, les tempêtes vont et viennent, mais le cycle continue. Un cycle qui ne pardonne pas, qui n'attend pas. Chaque jour qui se lève apporte avec lui de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux dangers. Dans ce coin glacé du monde, tout est lié par la nécessité de survivre. Personne n'est en sécurité, aucun avenir n'est garanti. Et pourtant, chaque espèce perdure. Car se rendre n'est pas une option, pas ici, et ainsi le cycle continue, immuable, éternel, indomptable.